Eh bien, bonjour tout le monde. On est très heureux d'accueillir nos invités comédiens de doublage aujourd'hui et hier aussi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous avez passé une journée splendide? On commence déjà. Alors, Ouais, c'était assez long, ça va. voilà. Alors on va commencer par une petite présentation, une petite introduction, même si je pense que j'ai plus tellement à les présenter, mais par principe, donc on va commencer par Dorothée. Donc Dorothée, quelques rôles donc doublés du coup au cinéma, comme donc Margot Robbie, Harley Quinn, je pense que ça parle à pas mal d'entre vous, et bien sûr d'autres autour de Margot Robbie, Mary-Kate et Ashley Olsen, Elsa 30 Pataki. ans. Ouais. Elsa Pataki, Vanellope dans Les Mondes de Ralph, Didi dans Le Laboratoire de Dexter, et on en parlait hier, c'est un traumatisme d'enfance, Didi qui pour moi était une voix totalement désagréable, exactement. Et le fait d'un jour comprendre que en final c'est la même personne qui double d'autres rôles que je trouve exceptionnels était assez étonnant. Je suis nul à l'oreille. Heureusement que tu détestais pas tous les rôles. Exactement, je suis très nul à l'oreille, donc c'est quelque chose que j'ai compris maintenant. Adamaï dans Wakfu, Diana Lombard dans Martin Mystère, Tracer dans Overwatch et tellement d'autres, on va rester sur cela. Et du coup, Emmanuel Curtil, on a Jim Carrey. Ah, pas du tout. Une fois ou deux. Petit rôle, petit acteur, on le connaît pas trop. Hein. Oui, On va peut-être mais expliquer. il a de l'avenir, je comprends. Oui, voilà, c'est ça. Mike Myers, Matthew Perry pour les fans de Friends et autres, parce qu'il a fait aussi pas mal de films. Donc Chandler dans Friends pour ceux qui n'ont pas la référence. Sacha Baron Cohen, Buck dans L'Âge de glace, Kronk dans Cusco, l'Empereur Mégalo et dans les séries aussi qui ont suivi. Et Simba dans Le Roi Lion. Je pense que ça a bercé aussi pas mal de... Dimitri dans Anastasia. Dimitri dans Anastasia. Donc voilà, donc vous avez, j'ai résumé, mais j'aurais pu rester encore bien longtemps sur tous les rôles qui ont été doublés, parce que les carrières sont fantastiques et on a une chance extraordinaire de les accueillir aujourd'hui. On est très content de pouvoir discuter avec vous, et donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai plein de questions, mais je vais vous laisser quand même poser vos questions à vous. L'idée, c'est qu'on va lever la main petit à petit et on va passer le micro dans le public. Mais avant ça, une petite question quand même. Vous êtes content d'être à Nice quand même, ou quel est le... Moi, ma famille habite Nice, donc je suis contente parce que je fais une pierre de coups. Voilà, donc moi je viens beaucoup, moi je suis là très souvent. Tous les Moi, ma famille n'habite pas Nice, donc je suis content d'être là. Nice, c'est sûr que forcément, avec le beau soleil qu'on a eu, la Côte d'Azur, c'est une invitation qu'il est difficile de refuser, hein. Ça ne se refuse pas. On sait que quand on invite... D'ailleurs, je suis libre l'année prochaine. Moi aussi, hein, je suis partante pour venir. Vous pouvez poser une option tout de suite, si vous voulez. On sait que c'est un avantage quand on invite du coup des acteurs et autres invités, du coup... Il y a une motivation supplémentaire. Voilà, en disant bonjour Nice, Côte d'Azur, on dit pas bonjour Dunkerque, on n'a rien contre Dunkerque bien entendu, mais voilà. Bonjour le trottoir. C'est vrai qu'on était à Montreux il n'y a pas longtemps ensemble, Et c'était beaucoup moins glamour. Et j'étais à Villepinte il y a un mois. Ouais, Et effectivement, c'est un cadre un peu moins sexy. Et entre nous, on se dit, on dit putain, toi tu vas à Nice, moi je suis à Montreux. C'est pas les mêmes promenades. Bon. Alors du coup, on peut commencer par vos questions. Est-ce que certaines d'entre vous ont des questions? Levez la main et on va commencer à les amener. On peut commencer, la demoiselle en tout cas, jeune juste là devant, par exemple. C'est impressionnant de vous voir aussi nombreux. Oui, merci à tous d'être nombreux, vous allez voir, ça va être sympa. On va commencer du coup tout devant. Allez. Ceux qui sont debout, il y a Allez, des jeune places, homme. hein, On a des devant, places un la peu partout, tranquille. n'hésitez pas à vous asseoir. Juste, est-ce que les acteurs pourraient faire quelques voix de leur... De qui? Tu veux parler de Vanellope? Vanellope von Schweetz, tu me reconnais? Tu veux faire la course contre moi ou est-ce que t'as peur? Chante-nous, s'il te plaît, chante-nous. Chante ma chanson préférée. Non. Je sais pas, il a peut-être pas vu de masque, alors, mais peut-être que tu as vu Le Roi Lion. Ah, Le Roi Lion. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Vas-y avec moi.
je suis à peu près sûr que tu l'as vu. Tu as vu le Roi Lion. Bon. Allez, question suivante, on va partir juste là, et ensuite on continue. Bonjour. Bonjour. Donc, vous doublez donc des acteurs pour les films et vous faites donc pour les films d'animation. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus entre les deux? En fait, c'est quoi la différence, les différentes difficultés? Ça dépend du cachet, ça. Franchement, la motivation, elle est surtout là, en fait. Surtout le souci de nourrir la famille. On est payé le même prix que ce soit pour un film ou un dessin animé, c'est un tarif à la ligne en fait. Donc c'est toujours le même prix, c'est un tarif syndical. Sauf les grandes stars qui ont un cachet différent d'une autre. Moi pour ma part, j'adore les dessins animés. Parce qu'on n'est pas obligé de copier le travail de quelqu'un, c'est un petit peu notre sauce à nous. Donc par exemple, justement pour Vanellope, on m'avait d'ailleurs dit de ne pas faire comme l'anglais. Donc j'ai pas écouté l'anglais et j'ai fait ce que le dessin m'inspirait. Donc voilà, je me suis laissée porter par les créateurs des dessins et non pas, j'ai pas imité le travail de quelqu'un. Voilà. Alors que quand je double Margot Robbie, j'essaie à ma petite échelle de lui rendre hommage avec tout le talent qu'elle a, d'essayer de lui rendre hommage. Donc là, j'essaie de copier son travail tant bien que mal. Alors que les dessins animés, voilà, c'est vraiment une création. Et puis parfois, moi, c'est encore mieux, il y a beaucoup de dessins animés français. Et donc là, on crée la voix avant le dessin. Donc ça, c'est génial parce qu'en fait, on enregistre tout le texte, on joue comme si on tournait, on joue tout le texte. Et ensuite, ils dessinent en fonction de ce que nous, on a fait. Comme les faux temporels, c'est ça? Exactement, par exemple. D'ailleurs, c'est vrai que c'est souvent les doublages les plus réussis parce qu'il y a une telle liberté de jeu. Et à condition évidemment que les animateurs s'inspirent vraiment de notre travail, quoi. Ouais, mais en France, on est... Mais c'est vrai que souvent c'est très très réussi. Parce qu'en France, on est quand même dans les meilleurs mondiaux en termes d'animés. Et les écoles qui sont à Angoulême, par exemple, sont les plus réputées au monde. Et Illumination, tous ceux qui font, souvent on oublie, mais tous ceux qui ont fait les Mignons et tout, on croit toujours que c'est américain, mais c'est franco-américain, attention. On travaille autant qu'eux avec eux sur les Mignons, tous ces films-là, c'est français et américain, 50-50. Donc on est très fort ici. Allez, question suivante, juste derrière vous en bleu. Merci. Bonjour. 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 Ma question c'était si vous pouviez rencontrer vos artistes attitrés, donc je sais que vous avez fait plein de doublages, mais respectivement Margot Robbie et Jim Carrey, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Déjà, il faudrait un traducteur parce que Non, moi ça va, je je parle parle bien anglais éventuellement sous la torture. Vraiment, là, je peux parler parfaitement anglais, mais si j'ai pas... Non, mais... Bon, après, c'est toujours un petit peu... Moi, j'ai toujours refusé les rencontres organisées par des journaux, avec des photographes, des journalistes, tout ça, je trouve que ça manque un peu de spontanéité. En revanche, si j'ai eu l'occasion de rencontrer par hasard, mais dans des circonstances un peu plus humaines, quoi, un peu plus spontanées, mes comédiens, pourquoi pas, ça me ferait plaisir de rencontrer Jim Carrey, en plus il paraît qu'il est très sympa. Et je crois que lui aussi a très envie de me rencontrer. Donc, organiser une rencontre, mais non, là j'ai rencontré une fois un de mes comédiens qui parlait très bien français, donc ça c'était quand même... Mais t'en rencontreras la semaine prochaine? Non, et j'en rencontre un dans 15 jours. Alors, c'est un acteur américain, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Lois et Clark, acteur Tim Kaine. Voilà, que j'ai doublé dans Lois et Clark. On sera à Metz avec nous. On sera à Metz. Voilà, et dans plein de téléfilms. Moi, Margot Robbie, je lui dirais n'arrête jamais. Parce que si t'arrêtes, j'arrête. Donc, pense aux autres. Voilà. Un peu comme dans Hollywood, en fait. Moi, Jim Carrey, lui, a arrêté vraiment officiellement sa carrière. Donc, voilà. J'ai déjà vécu avec les jumelles Olsen, pas 2 fois, merci. Allez, une question juste derrière. Ouais, là, on a fait que ce côté-là, mais il y a aussi ce On côté-là. va repartir de l'autre côté, mais on est bien. On regarde pas. Vous avez marqué de mon enfance jusqu'à maintenant. Désolée. Merci, on est des vieux, quoi. J'ai 20 ans, ça va. Ouais, ça va. Justement, je voulais savoir, ça fait quoi de marquer tellement de générations par Jim Carrey, par Margot Robbie, par Vanellope? Pour ma part, ce qui me fait plaisir, c'est que je me dis qu'on fait toujours ce métier du coup. Si on passe, si on a marqué plusieurs générations, c'est qu'on est toujours dans le game et qu'on bosse encore. Donc pour moi, je me dis merci. Et que peut-être l'intelligence artificielle ne nous supplantera pas aussi facilement.
juste à côté, voilà, les deux personnes l'une après l'autre, et ensuite on passera de l'autre côté de la salle. Quel est votre doublage préféré? Bah moi, devant la réponse rapide de Manu, je vais répondre. Je suis toujours un petit peu embêté quand on pose ce genre de questions parce que je dirais plutôt, enfin l'acteur que j'ai préféré doubler c'est Jim Carrey parce qu'il est comment dire, c'est un acteur puis c'est un acteur caméléon qui d'un personnage à l'autre est totalement différent et voilà ce qu'ont moins les autres acteurs que je trouve qui sont pour certains de très très bons comédiens, mais Jim Carrey c'est vrai que c'est, puis bon je le suis depuis presque 30 ans donc c'est toujours un bonheur de retrouver un acteur comme ça. Matthew Perry, entre deux cures de désintox, il est pas mal. Ouais, mais alors c'est vrai que Matthew Perry est vraiment un très très bon comédien. Ce qu'il fait, il le fait génialement, mais il fait toujours un peu de Chandler. Oui. Voilà, donc, mais c'est vrai que Jim Carrey, c'est bien. Moi, j'ai du mal à en... J'adore Vanellope, parce que voilà, j'aime bien je la trouve hyper attachante. Et du coup, c'est elle que j'aime, je crois, le plus. Après, j'adore Harley Quinn parce que c'est mon exutoire, ça me permet de rentrer extrêmement zen le soir chez moi. Après avoir insulté des gens pendant 8 heures, je vous assure qu'on se sent super libéré, quoi. C'est hyper agréable. Et ensuite, les jumelles Olsen, pour moi, ça reste un bon souvenir parce que je l'ai commencé à les doubler vers 10-12 ans. Donc c'est un peu toute mon adolescence après jusqu'à ce qu'elles arrêtent. Si on peut faire une pétition tous ensemble, c'est sympa qu'elles reprennent un jour. Non mais du coup, voilà, pour moi c'est un bon souvenir. Et puis j'aimais bien le challenge d'avoir deux personnes qui se parlent et se répondent. Voilà, c'est un peu schizophrène, mais c'est très challengeant. Mais c'est vrai que c'est un peu une thérapie ce métier, hein. Ça nous permet de faire ressortir un petit peu tous les côtés. Quand on adore interpréter des méchants, par exemple, sauf qu'on croit toujours être gentil. Mais c'est vrai que du coup, ça nous donne l'occasion de faire ressortir un peu notre, comment dire, le fond de méchanceté qui est en nous. Mais voilà, si ça se trouve, les serial killers sont des comédiens ratés en fait. Hein. S'ils avaient été comédiens, ils n'auraient jamais tué personne. Hein. C'est ça. Et nous, si on n'avait pas été comédiens, par contre... je ne dis pas. Allez, du coup, juste à côté, on avait une question. C'était quoi votre doublage le plus dur? Alors moi, pour ma part, c'était Ray, le biopic de Ray Charles, où je faisais la maman de Ray. Et j'ai trouvé des scènes très compliquées et très intenses. Et la comédienne, en plus, c'était une SDF qui est venue passer le casting. Donc ça, c'est très américain, c'est ouvert à tout le monde, ce qui est génial. Et donc elle a vu le panneau casting dans la rue, elle y allait, elle a passé, elle a été prise. Et sa vie a changé. C'est assez magique, cette histoire. Mais du coup, cette femme a une rage en elle, une force, une intensité que j'ai eu très peur de ne pas complètement reproduire, que je ne suis pas sûre d'avoir très bien reproduit, d'ailleurs je vous conseille en VO. Mais en tout cas j'ai essayé, mais c'était très challengeant et c'était pour moi un des rôles les plus durs à faire. Pour moi c'était un acteur dont j'ai oublié le nom parce qu'il était tellement mauvais que c'est hyper dur à doubler. Non, franchement c'est les acteurs les plus mauvais qui sont les plus durs à doubler. Après, vocalement je dirais que Jim Carrey il m'a un peu usé sur certains films et j'ai fini les enregistrements quasiment à faune en fait. Comme moi, Harley Quinn. Ça c'est vrai que voilà, cet aspect-là. Mais si il y a un doublage, en plus je commençais un peu dans ce métier, j'avais pas beaucoup d'expérience. C'était Boys in the Hood et c'était Ice Cube qui est pas comédien, qui est surtout rappeur. Et je trouvais que je connais pas du tout. Non mais je connais pas du tout sur lui quoi. J'avais du mal à trouver le rythme et puis bon, c'est vrai que j'avais pas l'expérience que j'ai maintenant, donc probablement que je m'en sortirais mieux maintenant, mais c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de problèmes. Ouais. On repart de l'autre côté, histoire de laisser un petit peu de... Vous inquiétez pas, hein, tout le monde va... Je ne peux pas promettre que tout le monde pose sa question, on va essayer de faire passer le maximum de gens. Voilà. Question suivante du coup. La première fois que vous avez fait des castings pour des doublages, qu'est-ce qui vous a poussé à, je sais pas, atterrir, je sais pas si c'était une salle ou quoi, mais par exemple à atterrir dans une salle de casting pour faire ça la première fois de votre vie, pour un essai de voix, c'est ça? Oui, pour du doublage chez moi. Je me souviens pas du tout. Le premier essai de voix que j'ai passé, je m'en souviens pas. Je sais le premier doublage, je me souviens, mais j'avais pas passé d'essai de voix pour ça. C'était dans un film, un vieux film avec Orson Welles et Tyrone Power, qui s'appelait La Rose Noire. Ça ne veut dire peut-être pas grand-chose, mais voilà.
Moi, je me souviens, ça s'appelait Paradise. C'était le remake du Grand Chemin de ce film français qui avait été donc, fait par les Américains. Et en fait, j'avais été repérée au théâtre. Je jouais au théâtre dans Malade Imaginaire avec Michel Bouquet. Et du coup, à la sortie, le directeur artistique est venu me chercher. Il m'a proposé, il n'y avait pas beaucoup d'enfants comédiens, surtout à mon époque. Donc, il m'a proposé de faire un essai pour un film, pour ce film-là. Et donc, je me suis retrouvée à faire un petit bout d'essai. Et ça fonctionnait, donc j'ai été choisie. Et puis, c'était mon premier doublage. Vache, qu'est-ce qu'on est vieux, même. Moi, Orson Welles, c'est toi, Michel Bouquet. J'ai tourné avec Michel Bouquet aussi. Une deuxième petite question, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes les personnes qui disent que la VF c'est nul et que la VO c'est mieux? Ils ont raison. Tu regardes la VO? Oui, mais il n'y a pas de débat. C'est souvent le débat. Alors, je veux dire, mais c'est complètement débile, quoi. C'est comme si tu disais, je sais pas, tu vois, les comédies c'est nul, les drames c'est génial. Je veux dire, chacun son plaisir. Il y en a qui détestent lire les sous-titres. Tu vois, il y en a qui... Moi, je déteste lire les sous-titres, par exemple. Donc, l'anglais, je le parle très bien, donc je regarde toujours en VO. Mais si tu mets un film coréen, je vais pas regarder la VO, ça va m'exaspérer, en fait, avoir les yeux tout le temps sur le sous-titre. Donc, vraiment, c'est propre à chacun, en fait. Non, mais en fait, le doublage, effectivement, d'une certaine manière, c'est toujours un peu trahir quelqu'un. Oui. C'est comme un travail d'adaptation, en écriture. Je veux dire, on essaie de s'approcher au maximum de l'anglais, pas de la version originale, mais on n'y arrive jamais à 100%. En revanche, c'est très utile. Je pense que si le doublage français a bénéficié d'un tel prestige, c'est que quelque part, il n'est pas mal, il n'est pas mauvais. Et c'est vrai que... Après voilà, aussi, il y en a qui mélangent un petit peu, parce qu'en fait, il y a le doublage français et il y a le doublage canadien. Voilà, j'entends vos réactions. Et ils sont à peu près 20 à faire tous les rôles et tous les films, donc c'est un peu bizarre. Et ensuite, il y a le doublage belge aussi, qui maintenant va beaucoup mieux, mais qui il y a 20 ans, pour des raisons, parce qu'ils ont beaucoup moins de charges que nous en France. On a beaucoup plus d'accent. Voilà, les charges patronales, on est quand même dans le record en France, et eux, ils n'ont pas du tout, enfin beaucoup moins, rien à voir, et donc leurs salaires sont plus petits et les charges patronales beaucoup plus petites. Donc, ce qui fait qu'eux, c'est payé moins cher. Donc, il y a beaucoup de séries, toutes les dernières séries Disney Channel ont été faites en Belgique, par exemple. Donc, il y a des femmes qui ont 40 ans, comme moi, qui doublent des gamines de 12 ans et tout le temps. Pas sur un cartoon, pas sur un dessin animé rigolo ou un truc, sur des vrais ados de 13 ans et tout ça. Enfin, donc voilà, il y a des séries qui sont un peu bizarres. Et voilà, là, ça va un peu mieux, parce que les comédiens belges ont beaucoup de talent, hein, pour le coup, à l'image, c'est juste qu'ils ne sont pas très nombreux et qu'il y a beaucoup de choses à doubler pour peu de comédiens. Donc, et pour répondre à votre question, c'est le snobisme qui consiste à dire moi je regarde que la vidéo parce que vous comprenez, mais en fait, je prends l'exemple d'un doublage comme de The Mask. En anglais, il fait des imitations, nous on n'a pas les règles en France. Donc il a fallu que moi je trouve des références, enfin des équivalents en français qui parlent plus au public français. Je ne dis pas que ma version est meilleure que celle de Jim Carrey, mais en tout cas elle parle plus au public français. C'est comme la série Friends, c'est un humour et une culture juive new-yorkaise qui est... il a fallu carrément réécrire des gags parce que si se traduit littéralement, ça fait rire personne. Donc le doublage est quand même très utile, même si on est d'accord, moi je suis parfaitement d'accord, ça ne marche pas, ça ne marche jamais aussi bien à 100% que la sauf en dessin animé, Après, il y a des choses quand même qui sont quand même assez étonnantes, comme par exemple le doublage des Muppet Show, la vieille version. Je veux dire, le doublage par exemple de Clair de Lune, Bruce Willis, Starsky Hutch, cartonne en français, c'est Amicalement vôtre, Tony Curtis a dû reconnaître lui-même que la série n'avait marché qu'en France, grâce probablement au doublage de Michel Roux qui était remarquable et remarquablement drôle. C'était incroyablement drôle ce qu'il faisait. Et donc comme ça, il y a des espèces il y a des doublages qui sont magiques et qui séduisent plus le public français que même le public de la VO. Merci beaucoup. Du coup, hop, une question supplémentaire. Alors bonsoir du coup. Bonjour. Bonjour, bonsoir. J'ai deux questions pour faire une introduction rapide. Je commence tout de suite dans ce milieu-là. J'ai pas encore fait de casting, rien du tout. Et j'aurais du coup la première question, ça serait de savoir s'il y a des possibilités dans le sud. Parce que je sais que la plupart des entreprises, des sociétés, elles sont à Paris. Malheureusement, tout est à Paris et banlieue parisienne. Après, moi, je veux bien ouvrir un studio dans le sud et vivre ici. Hein. Franchement, je préfère rester qu'à Paris. Mais bon. Ouais, non, malheureusement, tout est concentré au même endroit. Contrairement au tournage, où on peut quand même
trouver, d'abord il y a beaucoup de tournages qui se tournent dans le sud, vers Sète et tout ça, vers Aix et tout. Et voilà, mais c'est vrai que tout est à Paris malheureusement, il y a un tout petit peu à Lyon, mais c'est vraiment minuscule. À Lyon, à Montpellier, je crois qu'ils essaient de développer des studios. Pas mal, oui, à Lille, un petit peu. À Lille, oui, un petit peu, mais c'est vraiment tout petit quoi. Mais moi aussi, je ne serais pas contre venir de temps en temps dans le sud. Ouais, faire un doublage. Bon, écoutez, là on est faudra en une discuter. centaine, On a un projet, plus. voilà, c'est bon. On n'a qu'à tous ouvrir un studio. Moi je suis partante. Non, ouais, c'est sûr. Et du coup, la deuxième question, en tant que comédien de doublage, est-ce qu'il y a des BABA, des conseils, des choses comme ça, ou du pistonnage éventuellement? Moi, je suis pas bon. Non, il faut coucher, par contre, ça peut être très utile. Mais moi, j'ai jamais couché parce que quand je couche, je tombe amoureux. Donc ça n'est pas du tout utile, je fais ça pas très mal. Mais par contre, des conseils en fait, il faut être comédien, quoi. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que de plus en plus, dans ce métier, il y a la nouvelle génération, il y a des gens qui veulent être comédiens de doublage. On est comédiens, vous savez, nous, Dorothée et moi, comme les anciens, on n'a jamais fait d'école de doublage, on n'a jamais fait de stage et tout ça. On était comédiens, on est venu le chercher au théâtre, ou enfin en l'occurrence moi, c'est parce que j'avais tourné dans des films et que j'avais été post-synchronisé. Dorothée, je sais pas. Ah non, moi j'étais au théâtre, c'était au théâtre. On cherchait au théâtre, on m'a fait tourner. On n'a pas fait ce métier pour faire du doublage au départ, on a fait ce métier pour être comédien. Alors, indifféremment comédien de doublage, théâtre ou à l'image, c'est Parce qu'après, tu vois, moi j'étais même animatrice radio sur Énergie en 2004. J'ai fait des films en motion capture, j'en ai fait avec Jamel, Pourquoi je vais manger mon père. En fait, c'est plein de branches de notre métier différentes, mais on est comédien. Moi j'ai fait 12 ans de cours de théâtre, j'étais au conservatoire. Et ma famille ne fait pas du tout ce métier, personne de ma famille, donc vraiment comme quoi, tu vois, il n'y a pas besoin de piston, puisque moi j'ai jamais été pistonnée de ma vie, malheureusement, parce que c'est plus facile quand même d'être fils d'eux parfois. Mais tu vois, comme quoi, quand on n'est pas, on peut quand même faire des choses. Et voilà, il faut bosser, il faut prendre des cours de théâtre, il faut se montrer, il faut tourner, il faut montrer ce dont on est capable à l'image, au théâtre et tout. Et puis c'est comme ça qu'on arrive vers le doublage généralement, quoi. Mais rentrer directement par la porte que du doublage, je connais personne qui a réussi en 30 ans. Il faut vous dire quelque chose aussi, c'est que tous les gens dont on parle, tous les gens qui ont fait que le doublage en France est aussi prestigieux, c'est-à-dire avec tous les anciens, Carrel, Poivet, Jean-Claude Michel, tous ces gens Jacques France, Patrick Préjean, tout ça, ce sont des comédiens en fait. Et ils sont tous comédiens, ils ne se sont pas dit je voudrais être comédien de doublage, ils en ont fait, ça les a passionnés comme moi ça me passionne comme Dorothée, mais au départ ils sont comédiens. Il n'y a pas d'exemple de comédien, en tout cas qui a participé au prestige de ce métier, de cette branche du métier, qui ne soit pas acteur au départ. Tout passe par le théâtre, comédie, tout ça, c'est ouais, acteur. Ouais, c'est vraiment... Merci. Merci. Question suivante, on va aller un peu plus Il y a derrière. un petit garçon là, regarde juste derrière. On va Là, voilà le petit. Lève ta bras, voilà, elle est là. Allez, c'est parti. Bonjour, j'avais une question. Est-ce que vous auriez une anecdote de tournage à nous raconter? De doublage, pardon, à nous raconter? Qui est racontable, tu veux dire? Moi, je vais essayer de la raconter pour que ça passe auprès de tout le public. Mais je doublais Sacha Baron Cohen dans un film qui s'appelle Bruno, je ne sais pas si vous vous souvenez, que certains l'ont vu. Il y a une scène un peu olé olé, on va dire. Et mon fils, qui avait 15 ans à l'époque, m'a dit « Ah papa, j'aimerais bien te voir doubler un film. » Je dis « Moi, je ne savais pas du tout ce que j'allais doubler. Hein. » Et je dis « Écoute, en plus, le DA, c'était Hervé Rey, qui est son parrain, donc, que je connais très bien, qui est vraiment un ami. Et la voix de Peter Pan. Et donc je lui dis, viens, et c'est Hervé qui dirige, et tout comme ça, tu verras Hervé. Et on est tombé sur une scène vraiment trash. Et j'étais partagé entre le fou rire et une gêne horrible, j'étais très très embarrassé, et en même temps, et puis après ça nous a tous fait marrer, mais voilà, j'ai eu du mal à doubler cette scène et d'aller au bout parce que en plus c'était extrêmement drôle. Voilà. C'est une anecdote que je raconte, après il n'y a pas non plus... Non, mais il y a... Surtout pas grand-chose. Après, nous, on s'est pas mal lâché sur Martin Mystère avec Alexis Thomasian, et c'est vrai que là, pour le coup, alors là, on n'a pas du tout suivi la VO, et voilà d'ailleurs un dessin animé qui n'a pas du tout marché en Angleterre. Alors pas du tout, c'était un flop total, et dès qu'ils faisaient des saisons, c'était vraiment que pour la France, parce que ça cartonnait en France, et nous, en anglais, c'était hyper sérieux, enfin, dès qu'ils voyaient un monstre, ils disaient « Oh my god, a monster !» Ils étaient vraiment super premier degré.
Là où nous, on faisait n'importe quoi avec Alexis, on disait n'importe quoi, on changeait de texte, on faisait des dédicaces à nos copains. Moi je disais, mais attends, c'est peut-être Patrick Borg, je passais des noms de copains dans le dessin animé. D'ailleurs, si vous cherchez les vrais qui ont plein de rêves, ils vont entendre 12 000 rêves dans Martin Mystère, plein de clins d'œil. C'est vrai que nous, on était là, oh mon Dieu, qu'il est là, il y a un monstre. Enfin voilà, nous, on disait n'importe quoi, et c'est vrai que ça, c'était quand même vraiment cool. Et voilà pour le coup un exemple d'un dessin animé qui n'a rien à voir avec l'anglais et qui est vraiment une création française. Voilà. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, et ça répond un petit peu à la question de mademoiselle tout à l'heure, sur le doublage, la VF qui est mieux que la VO, mais souvent, quand on réadapte, parfois on change le texte, et souvent le texte, on se permet, nous, en tant que comédien, de changer, qui n'est pas du tout écrit par l'adaptateur. C'est souvent les répliques qui restent, en fait, qui deviennent cultes, et qui ne sont pas du tout en anglais, qui n'existent pas du tout en anglais. C'est vraiment des conneries qu'on trouve sur le moment, et spontanément, et c'est ce dont les gens se souviennent le plus. Allez, on continue, juste derrière, du coup. Hop. Merci. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est vous avez étudié dans quel théâtre? Ah, je te voyais pas. Dans quel théâtre? Dans quel cours de théâtre? Vous avez étudié, vous avez fait quel parcours, dans quel théâtre? Alors moi j'ai pris 12 ans de cours de théâtre et j'étais à l'école d'enfants du spectacle. Donc c'est une école à mi-temps, c'est un peu particulier, où j'étais à l'école que le matin et l'après-midi je faisais des activités différentes. Mais après t'es pas obligé d'avoir une école à mi-temps pour être comédien, faire du théâtre. Donc j'ai fait les cours Simon, les cours Florent, un petit peu chacun, mais c'était pas mes préférés. Ouais, c'était pas mes préférés. Après j'étais au cours du théâtre La Bruyère. J'ai fait la compagnie des Sales Gosses aussi quand j'étais plus petite, et puis ensuite j'ai fait les conservatoires, voilà, municipaux de Paris, et c'était le top. D'ailleurs c'est ce que je vous recommande, parce qu'en fait le conservatoire, il y en a toujours un dans toutes les villes, même de province, et c'est les meilleurs profs, c'est vraiment les meilleurs profs, et c'est les moins chers. Très souvent on peut vite s'en tirer pour 1 000 € l'année, parce qu'il y a un budget bien sûr, mais là où les autres écoles peuvent être très chères. Donc en fait, les conservatoires, c'est vraiment une valeur sûre quand on cherche un cours. D'accord. Moi j'ai fait les cours Simon comme Dorothée quand j'avais 9 ans, parce que c'était le seul cours à l'époque qui avait une classe pour les enfants, enfin les collégiens. J'étais même un peu jeune d'ailleurs, j'ai pris quand même en passant une audition. Et puis après j'ai pris des cours au cours Florent, j'avais 15 ans, et ensuite au Studio 34. Voilà. Et j'ai pas pris 12 ans comme Dorothée, parce que ça fait patience quand même. 6 à 18. J'ai fait 3 ans seulement. Mais en fait, là où j'ai le plus appris, c'est en tournant et en jouant au théâtre. Après, c'est vrai que c'est super de prendre des cours de théâtre, et c'est très bien, c'est une bonne base, et ça permet justement d'apprendre son métier. C'est un peu comme passer le permis de conduire. On ne peut pas dire qu'on sache conduire quand on a le permis de conduire, mais au moins, ça veut dire qu'on a la possibilité d'apprendre à conduire. Alors, question suivante, du coup, on va aller juste au milieu, la demoiselle en jaune. Non, reviens. Là, juste devant là. Bon, en attendant, on a peut-être une petite interlude musicale. Ah oui, je la sens venir celle-là. Ah ouais. Ça, je le sens. Alors, c'est pas la peine de la diffuser en story, c'est la même que la réplique. J'ai pas le même t-shirt. Il me semble que tu as une petite chose qui te démange en tout cas. Alors, attention, si vous voulez chanter avec moi, c'est le moment de chanter. Attention. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En jouant des maracas, j'ai fait tic tic tiki boum, tic tiki boum. C'est moi Sancho les Cubains, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout le devient tic tiki boum, tic tiki boum. C'était le défi, c'était parfait. Allez, on enchaîne du coup avec la question de la demoiselle. Alors, moi je me demandais si vous aviez un bon rapport avec votre voix quand vous voyez un film où vous avez doublé. Est-ce que vous les revisionner avec votre famille, par exemple vos amis? Est-ce que vous les visionnez en français du coup, ou est-ce que ça vous fait bizarre comme quand on se voit à la télé, qu'on entend sa voix, etc.
Moi, alors, sur le moment, on est vraiment très habitué à faire ça. C'est-à-dire que quand on double une scène, on est obligé de la réécouter. Donc, on réécoute notre voix en studio. Et donc, on n'a pas le recul, on n'a pas voilà. Donc, ça ne nous gêne pas. Moi, j'évite de regarder ce que j'ai doublé il y a 3-4 ans, parce que ça me démoralise, en fait. J'ai envie de tout redoubler, en fait. Je trouve qu'il y a des choses que je peux faire mieux. Et donc, voilà. Même si c'était déjà très bien. J'aurais pu faire mieux et tout, donc c'est vrai que je l'écoute pas trop. Ouais. Par contre, évidemment, ces dernières années, bon, je l'écoute jamais, même du tout ce que j'ai doublé. Mais par contre, ces dernières années, avec mes enfants, forcément, je me suis retrouvée à revoir quelques Disney, quoi, comme Les Indestructibles ou Vanellope, Les Mondes de Ralph ou La Princesse et la Grenouille. Et donc là, j'avoue, alors comme c'est un peu vieux, maintenant quand même tout ça, ça me gêne moins parce que je suis un peu passée outre. Et puis par contre, ça fait plaisir quand mes filles rigolent, tu vois, au van sur La Princesse et la Grenouille par exemple, le personnage est complètement barré. Et c'est vrai que quand elles se marrent au van, je me dis, ah c'est cool. Parce que comme c'est le pire des publics, hein, elles vont me dire, ouais. Tu fais, c'est bien ce qu'elle a fait maman. Donc évidemment là, si elle se marre spontanément, ça me fait plaisir. Mais quand je vois des vieux doublages que j'ai faits, quand c'est vraiment des vieux doublages que j'ai faits il y a 15-20 ans, ça me rassure parce que je me dis, j'ai progressé. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais pas la carrière. J'ai une deuxième question, je ne sais pas si c'est possible. Allez, on enchaîne. Du coup, pour le film Babylone, je voulais savoir si ça s'était bien passé, le doublage, si vous aviez été touché par le personnage que vous jouiez. Ah oui, bah là c'est des cadeaux, c'est des cadeaux sur un plateau parce que le rôle est incroyable. J'ai eu la chance de voir le film avant, ce qui est assez rare aujourd'hui, de plus en plus, mais le rôle était tellement compliqué qu'ils m'ont dit bon, je crois que c'est mieux que tu le vois avant. Effectivement. Et j'étais dans une petite salle, parce qu'évidemment le film ne peut pas sortir du studio, donc j'étais dans une petite salle de projo toute seule pendant 3 heures quasiment. Ouais, c'est là, 3h11. Voilà, et j'avoue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni, quoi. J'ai un peu halluciné. Et je me suis dit, bon, en fait, j'enregistrais 8 jours plus tard, et après, pendant 8 jours, j'angoissais. Je me disais, oh là 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 là, mais le rôle il est hyper dur et tout. Et j'angoissais jusqu'au début de l'enregistrement. Mais après, j'ai fait le film sous la direction de Barbara Tissier, qui est la voix de Cameron Diaz, Shrek, Fiona dans Shrek, entre autres Jessie dans Toy Story, qui est une sublime comédienne et qui est surtout une amie de longue date. Bon, je suis plus jeune qu'à l'âge de Manu. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'adore et que je connais depuis toute petite. Du coup, il y a une bienveillance, voilà, il y a un amour et un respect mutuel. Et donc en fait, ça s'est très bien passé, ça s'est passé vraiment en douceur. Voilà, c'était sportif parce que j'étais toute seule pendant 3 jours. Mais c'était. Voilà. Et le 3e jour, du coup, on allait se faire un hammam, toutes les deux, pour fêter la fin du film. Ah, ça crée des liens, hein, les doublages. Hein. Mais c'est vrai que Barbara Tissier, c'est partie des choses des DA, c'est ce qui se fait de mieux. Et c'est vrai qu'avec elle, on a l'impression d'être excellent. On a vraiment l'impression d'être très bien. Oui, c'est elle qui avait dirigé La Princesse et la Grenouille avec une aussi. telle bienveillance et puis elle dirige tellement bien qu'on se dit, c'est pas possible, je suis vraiment très très bien. Merci beaucoup. Merci. Pour les puristes, c'était Princesse Sarah. Parce que moi, je suis plus jeune qu'elle, donc. Et Babylone, c'est un chef-d'œuvre. Je devrais dire ça. Qu'est-ce que vous aimeriez doubler un film de Damien Chazelle? Parce que c'est vraiment à chaque fois des chefs-d'œuvre. Et le mec a 37 ans, je crois, c'est ça? Ah, il est très très jeune. C'est n'importe quoi. Comme quoi, on est tous égaux, mais il y en a qui sont un peu plus égaux que d'autres. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une journée typique de doublage ou est-ce que ça dépend vraiment de ce que vous allez doubler et des personnes qui vous supervisent? Les journées, c'est une bonne question. C'est souvent un peu la même chose. C'est 9h30, 18h30. À peu près, enfin sur le papier. Plutôt 9h30, 19h30. Donc on fait 4h le matin, on coupe de 13h30 à 14h30 pour déjeuner ou manger en voiture, le temps de changer de studio. Parfois c'est l'heure qui permet d'aller d'un studio à un autre. Et on mange un sandwich, et après 14h30, 19h30 en gros l'après-midi. Bon, c'est des horaires un peu bureau. 9h30 c'est assez délicat, ça va, c'est pas trop tôt. Voilà, c'est à peu près ça. Mais après, c'est un métier artistique, on est vraiment pas, il n'y a pas le côté, on pointe pas quoi, tu vois, donc
on peut finir à minuit. Quand on faisait Cusco, la série Un empereur avec comme lui, il a fait le long métrage. Après la série, moi je faisais un rôle dessus aussi. On n'avait rien de libre. C'est Barbara Tissier qui dirigeait d'ailleurs encore, partout. Non, elle nous prend tout le temps en fait, je crois. C'est ça. Elle nous emploie beaucoup. C'est partie de nos emplois. Et voilà, et en fait, on avait rien de libre, donc on enregistrait le soir. Donc on commençait notre deuxième journée, parce que généralement on avait travaillé la journée, puis après on se retrouvait vers 19h30 jusqu'à minuit, 1h, pour enregistrer, manger une pizza et se marrer comme des maboules, avant de reprendre à 9h le lendemain. Voilà. La plupart des films des jumelles Olsen, je les ai enregistrés la nuit, quasiment tous. Et je me souviens toujours, un jour j'avais rien de libre et ils m'ont dit il faut en faire 2. Donc 2 fois 1h30 avec les 2 rôles principaux qui partent non-stop. Donc 1200 lignes et je les ai fait dans la nuit. On a fait 19h, 4h du matin à peu près. Donc voilà, parce qu'il n'y avait rien d'autre de libre. Mais bon, après on aime notre métier, donc c'est pas comme si c'était douloureux. C'est de la fête, bonne fête. Merci beaucoup. Juste derrière, du coup. Il y a la jeune fille aussi avec le t-shirt jaune, la pauvre, ça fait depuis la première question. Ensuite, on va revenir sur la demoiselle. Moi, déjà, je voulais en tout premier vous remercier parce que je suis une personne quasiment voyante, on va dire. Donc, je reviens sur l'importance de la VF que vous disiez tout à l'heure. C'est que pour nous, la VO, c'est compliqué. Si on n'est pas bilingue, et moi, mes Madeleine de Proust, c'est vous. C'est pas un peu moins les acteurs que vous. Voilà. Et ma deuxième question, c'était est-ce que ça arrive souvent que vous soyez remplacé un peu au dernier moment par des star talent? En disant ça, je pense notamment à M. Emmanuel Curtil sur La Reine des Neiges pour Olaf, mais je ne sais pas si... C'est le jeu en fait. Hein. C'est-à-dire quand on fait un film d'animation Disney, on nous dit tu vas faire la bande-annonce. Mais on sait, voilà, on se prête au jeu ou non. Moi, il se trouve que j'ai accepté, on accepte nous de le faire, mais on nous dit, voilà, dans un film d'animation Disney, comme dans un film d'animation en général, d'ailleurs pas que Disney, parce qu'ils ont tous fait comme, au départ c'est Disney qui a commencé à faire ce genre de choses, mais j'ai doublé les bandes annonces du rôle d'Olaf, j'ai enregistré la chanson pour l'album. C'était moi effectivement qui. Oui, après c'était après ça l'enregistrement du film. Non, pour Disneyland, toutes les attractions Disney, c'est votre... Oui, mais ça, le film avait déjà été doublé par Danny Boone, mais donc voilà, on sait qu'il y a un personnage dans le film, un ou 2 personnages, qui va être doublé par des star talent. On ne sait pas qui. Moi, c'est marqué dans Zootopia. Zootopia, je faisais et puis, la bibliothécaire, la méchante finalement. Je sais pas comment elle s'appelait. Mais j'ai fait tout le film et puis j'ai été virée pour Claire Kane, qui est super, qui est une merveilleuse comédienne et qui fait un travail incroyable. Donc bon, pour le coup, moi j'ai pas beaucoup d'ego. T'avais enregistré tout le film? Tout le film, ouais. Oui, c'est comme moi sur Shrek, j'avais enregistré tout Shrek. Et après, à la fin de l'enregistrement, cool, dernière scène, on me dit, écoute, voilà, DreamWorks le dessin. Oui, mais on était payé, quoi. Donc, dis donc, c'est la moindre des choses, je ne pas encore. C'était un peu ma question sur la santé, ce que vous étiez. En fait, c'est aussi grâce à ces star talent que le métier a pu être un peu mis en lumière. Donc en fait, moi, j'en veux pas du tout. J'ai pas du tout cette aigreur de dire attends, ils touchent quelqu'un soit notre prix, parce qu'ils ont évidemment payé beaucoup plus cher que nous, mais j'ai pas du tout cet aspect-là. Je m'en moque un peu. Et à un moment donné, j'ai pas arrêté d'enchaîner tous les backups, ce qu'on appelle les gens gros derrière, des stars qui venaient. C'est-à-dire que dans le truc avec le gang de requins, je faisais tous les trucs de Virginie Ledoyen, je crois, ou Ludivine, je sais plus, en backup. Après, j'ai fait Claire Kane 2 fois en backup, c'est-à-dire qu'elle fait le film, et moi je fais tous les produits dérivés, c'est-à-dire les jeux vidéo, les jouets qui parlent, les machins. Comme le parc Disneyland, par exemple. Voilà, qu'il a fait du coup après le film, parce que Danny Boone, il n'a pas que ça à faire que de faire ça, du coup, voilà. C'est surtout qu'il ruinerait Disney. Il ruinerait Disney. Mais en fait, c'est surtout que moi, ça me gêne pas spécialement, et puis à un moment donné, par contre, c'est vrai que j'en ai enchaîné beaucoup, et d'ailleurs, quand je me présentais, je disais bonjour, Dorothée Pucéo, backup des stars. J'ai l'impression que c'est mon métier, j'étais devenue le backup des stars, quoi, mais voilà, mais c'est pas très grave. Après, on joue. Non, ce qui est un petit peu. C'est un petit peu décevant, c'est effectivement d'enregistrer tout le film et qu'on vient de nous annoncer à la fin du film. Après, ça m'est arrivé d'enregistrer un autre film d'animation, je faisais une tortue, on m'a dit, écoute, voilà, il faut enregistrer le film en urgence, on n'est pas sûr d'avoir Danny Boone sur ton rôle, encore lui. Encore c'est et donc, ils m'ont dit,
dit voilà, si on a des Niboun, bah, ce ne sera pas ta voix, mais par contre tu seras payé. Et puis voilà, donc est-ce que tu te prêtes au jeu ou pas? Donc j'ai accepté le deal, mais bon, c'est comme ça, après il y en a qui acceptent pas. Merci beaucoup. Du coup, T-shirt jaune, mademoiselle. T-shirt jaune. Oui, merci. Bonjour et rebonjour du Bonjour coup. et rebonjour. Je voulais vous demander en fait ces deux questions en une. Déjà savoir s'il y avait un rôle qui n'était pas à vous et que vous auriez aimé doubler ou jouer, et s'il y avait quelqu'un que vous aviez refusé de jouer ou de doubler. Alors moi en fait j'ai jamais rien refusé parce que on m'a jamais proposé de trucs bizarres vraiment. J'ai déjà refusé de jouer au théâtre. Par exemple, une pièce qui me demandait d'être nue sur scène. Donc la nudité, j'ai jamais voulu le faire. La nudité complète, je veux dire. J'ai déjà fait jusque la poitrine pour Problemos, mais c'était ma limite. Mais jamais voulu, donc j'avais refusé cette pièce de théâtre. Sinon, en doublage, non, parce que de toute façon, on ne nous voit pas. Donc voilà, après, en plus, on est comédien, on ne nous propose pas des choses bizarres, enfin, des films X, etc. Ça n'arrive pas du tout, c'est une autre branche, c'est pas des comédiens d'ailleurs. Donc c'est pas, voilà, j'ai jamais eu besoin de dire non à quelque chose. Et ensuite, dont j'ai rêvé, c'est ce que je disais tout à l'heure en interview, je ne suis pas quelqu'un qui envie, dans la vie, qui envie les autres du tout. C'est-à-dire que j'ai jamais jalousé ou envié quelqu'un et tout. On a ce qu'on a, on bosse pour l'avoir, voilà, mais j'ai jamais eu ce désir-là. Du coup, déjà tous les rôles que j'ai eus sont déjà, je trouve tellement beaux, chargés et tout, que je suis là, c'est comblé, quoi. J'envie pas quelque chose d'autre. Moi, j'estime que j'ai été assez gâté comme ça. Alors c'est vrai que je dis de temps en temps, j'ai doublé une fois, j'ai eu l'occasion de doubler Johnny Depp une fois dans Las Vegas Paradox, c'était un rôle de composition et j'ai pris un tel plaisir à doubler ce comédien que j'aurais peut-être aimé le retrouver une ou deux fois, mais après, voilà, il a sa voix française. Mais non, j'ai pas particulièrement. Et puis, on pourrait effectivement sélectionner les mauvais produits, les mauvais comédiens, refuser de doubler, mais je pense qu'ils ont droit à une chance. Non, si, moi j'ai doublé Scarlett Johansson aussi 3 fois je crois, dans des petits films, et j'avoue que j'avais bien aimé aussi celle-là. Bon, après voilà, j'ai Margot Robbie, ça va très bien. Merci. Alors, on va essayer d'aller plus dans le fond cette fois-ci. J'ai l'impression qu'on a une Harley Quinn par là, si je ne me trompe pas. Allez. Ah oui, debout. Il est temps de donner la parole à Harley Quinn là-bas, s'il vous plaît. Ça sera peut-être la dernière question, je vous l'annonce dès maintenant. On a un temps limité aujourd'hui. Bonsoir et bonsoir. Je voudrais savoir comment ça se passe. Enfin, je suppose que vous êtes casté. Alors, je parle pour Harley Quinn et Jim Carrey. Enfin, vous m'avez compris. Vous êtes casté et comment vous l'apprenez. Enfin, est-ce que vous savez par rapport au personnage du film ou est-ce que c'est par rapport à l'acteur en fait que vous êtes casté? En fait, si c'est un nouveau comédien, c'est par rapport au personnage du film. C'est-à-dire qu'on va l'appeler, on va dire tiens, il y a un film qui arrive et une comédienne qui n'a pas forcément été doublée par quelqu'un, ou en tout cas pas, ou alors une fois par quelqu'un, mais pas une récurrence, pas une voix connue dessus. On t'imagine bien sur elle parce que vous avez des voix similaires ou une énergie similaire. Donc vient passer un essai, on appelle ça un essai de voix, c'est un casting de voix. Du coup je viens, généralement on est 3 ou 4 en moyenne, voilà, parfois on peut être 10 s'ils font plusieurs tours, mais en moyenne on est 3 ou 3, et on va passer, donc 3 comédiennes vont passer la même scène. Ça va être envoyé aux clients américains. Pour Margot Robbie dans Le Loup de Wall Street, je me suis retrouvée à passer un essai, et puis ça a été envoyé à Scorsese. Scorsese fait son retour, choisit. Alors lui, il est très très fan des doublages tout court. C'est hyper important pour lui, il veut à tout prix que ses films soient doublés et bien doublés. Il regarde tout son travail comme Spielberg. Il regarde tout le travail de tous les pays. Et il choisit toutes ses voix allemandes, italiennes, espagnoles, françaises, etc. Lui-même, tous les rôles principaux et même secondaires. Il est très à cheval là-dessus parce qu'il trouve ça très important. Donc voilà, c'est agréable en plus de voir que des gens aussi talentueux respectent énormément le doublage. Et donc voilà, c'est lui qui m'a choisi sur Margot Robbie. Du coup, Harley Quinn, en fait, ça s'est présenté parce que je doublais Margot Robbie. J'ai pas passé de casting. Le directeur artistique était une fois de plus Hervé Rennes, Peter Pan, notre pote, me connaît très bien depuis très longtemps, qui pour lui, il a 8 ans de plus que moi, mais on était dans la même école aussi. Il me connaît très très bien depuis que je suis toute petite.
connaît un peu mon énergie à ma folie, il a dit non, elle est pile pour toi. Non seulement tu doubles Margot Robbie, mais en plus le personnage est pile pour toi. Warner me connaissant aussi, ils m'ont validé sans passer de casting pour Harley Quinn entre guillemets. Voilà. Mais parce que je doublais Margot Robbie, hein, sinon j'aurais eu un casting, c'est sûr. Voilà. Et pour Jim Carrey? Pour Jim Carrey, moi j'ai passé un essai sur The Mask. Et en fait, c'est un peu spécial parce qu'à l'époque c'était MLF, le distributeur, qui est Pathé maintenant, et qui avait acquis les droits d'exploitation des 4 premiers films de Jim Carrey. Et The Mask était un film quand même assez particulier parce qu'il fallait trouver un comédien qui sache faire à la fois The Mask, les changements de voix, etc., les imitations, la chanson et la partie Stanley Elkis, où il est évidemment l'opposé. Il pensait même chercher 2 comédiens, enfin un imitateur pour la partie The Mask et un comédien, etc. Puis j'ai passé l'essai sur les 2, donc ils ont trouvé que j'avais les capacités pour le faire. Et surtout, ils ont fait un gros casting, je pense que c'était une quinzaine, parce qu'ils voulaient absolument trouver une voix attitrée qui puisse faire les autres films après. Mais j'ai jamais repassé de casting sur Jim Carrey, si ce n'est sur Man on the Moon, parce que Milos Forman, mais j'ai passé un casting tout seul en fait, j'étais en concurrence avec personne. Milos Forman avait dit je veux bien prendre sa voix attitrée, mais j'aimerais bien l'écouter parce que moi je ne la connais pas. Donc je me suis prêté au jeu, j'ai enregistré 2-3 scènes de Man on the Moon et il a validé tout simplement, mais j'étais pas en concurrence avec d'autres comédiens. Voilà. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là, je suis vraiment désolé pour le coup. Je prends un avion, je rentre dans la grisaille. Voilà. Je pense qu'on peut faire les applaudir bien fort.